Bonjour, je continue cette série de mots blancs avec l'autre texte qui vous a posé problème, qui est l'extrait de Pascal. Et j'imagine que la question qui m'a été posée, c'est quelle vision de l'homme se dégage de cette argumentation. Donc, si vous n'avez pas vu l'autre vidéo, j'essaye pareil de suivre les règles du jeu que vous devez respecter, histoire que vous fassiez une idée. Blaise Pascal est un auteur attaché au classicisme du XVIIe siècle et il fait partie des moralistes français aux côtés d'autres auteurs comme La Rochefoucauld et La Bruyère. Comme les autres moralistes, il valorise avant tout la raison humaine sur la passion, mais le moralisme de Pascal est tenté d'un pessimisme beaucoup plus grand en raison de son appartenance à la foi janséniste qui repose sur une vision très pessimiste de la nature humaine et de la condition humaine hors de la grâce de Dieu. Dans le fragment 139 de ses pensées, il examine la notion de divertissement, sur laquelle il s'interroge, comme il le fait souvent dans ce recueil, qui est d'abord une réflexion pour soi, mais aussi un effort pour réfléchir sur ce qu'est l'homme. On peut donc se demander quelle vision de l'homme se dégage de son argumentation sur le divertissement. On verra dans un premier temps qu'il cherche à adopter une vision universelle, de dériver une loi générale de ses observations sur le divertissement. Et dans un second temps, on verra en quoi cette vision de l'homme est caractéristique du moralisme, du classicisme et du jansénisme. L'extrait qui nous est donné, donc le fragment 139, c'est là que j'aurais lu, j'ai oublié de le dire, je recommence. L'extrait qui nous est donné, le fragment 139, montre que le raisonnement de Pascal s'élabore en plusieurs temps. Il commence par faire référence à une première vision qu'il entretenait de l'homme dans les deux premiers paragraphes, qui était que l'homme faisait son malheur par un défaut de raison, puisqu'il n'était pas capable de demeurer en repos dans une chambre, ligne 4, et qu'il poursuivait toujours des choses inatteignables. Donc Pascal fait référence à un état antérieur du processus de sa pensée, à la ligne 3. J'ai dit souvent que, mais il se ravise à la ligne 9. Quand j'ai pensé de plus près, j'ai trouvé une autre raison. Son raisonnement, en vérité, s'inverse. C'est-à-dire que, au lieu que la nature humaine, le malheur de la nature humaine soit la conséquence du comportement des hommes, en fait, ce comportement des hommes est la conséquence de la nature humaine. C'est-à-dire que la nature humaine est a priori malheureuse, et c'est pour cela que l'homme recherche le divertissement. Ce n'est pas le divertissement qui cause le malheur humain. On voit que cette réflexion personnelle, qui s'élabore sous nos yeux, est marquée par de nombreuses formules, comme « je m'y suis mis à quelquefois à considérer », ligne 1, « j'ai pensé de plus près », j'ai trouvé, ligne 9, ou encore ligne 13, qu'on s'en imagine, qui montre l'effort de pensée qui est fait par l'auteur. La deuxième étape du texte se centre donc sur la notion de divertissement. Il en examine d'abord un exemple, au troisième paragraphe, qui est celui du roi, de manière à en dériver une conséquence à la ligne 16, de sorte que si le roi est sans ce qu'on appelle divertissement, le voilà malheureux. De cette conséquence en dérivent plusieurs autres qui permettent une généralisation sur la nature humaine au paragraphe 4 et 5, et ces conséquences sont exprimées par l'anaphore de là aux lignes 19 et 24. Enfin, dans le dernier paragraphe, Blaise Pascal prévient les objections qui pourraient lui être formulées en exprimant à la ligne 40 ceux qui font sur cela les philosophes et qui croient que le monde est bientôt raisonnable, etc. Finalement, il revient sur ce qui a été son propre discours de manière à prévenir toute objection que l'on pourrait lui faire et à affirmer la vérité de ce qu'il affirme. On peut maintenant voir que la vision de la nature humaine qui se dégage de ce texte est remarquable de pessimisme. En effet, on peut remarquer un champ lexical très péjoratif pour désigner la nature humaine, dans lequel on retrouve trois familles, la mortalité, le malheur et la misère. Relevons ainsi ligne 2, 3, les périls, les peines, les querelles et les passions, puis les entreprises hardies et mauvaises et enfin le malheur des hommes. Ensuite, à la ligne 6, l'adjectif insupportable, ligne 9, la cause de tous nos malheurs, ligne 11, conditions faibles et mortelles et si misérables, ligne 16, la mort et les maladies qui sont inévitables, ligne 17, le voilà malheureux et plus malheureux, ligne 22, notre malheureuse condition et les dangers de la guerre, ligne 29, il est malheureux s'il y pense, et enfin, ligne 33, la mort et les misères. Donc on voit que la nature humaine est
constamment caractérisée par le fait qu'elle est mortelle et qu'elle vit dans le malheur et la misère. Et encore une fois, ce n'est pas un effet du comportement humain ou une conséquence de l'erreur humaine, mais une donnée préalable, ce qui est parfaitement cohérent avec la pensée janséniste, dans laquelle l'homme est a priori malheureux et seule la grâce divine peut le sortir de cette nature profondément misérable. Qu'en est-il alors du divertissement? Comment peut-on le définir? La définition qu'en donne Pascal dans un premier temps est une définition négative, c'est-à-dire qu'en fait, il est ce qu'on fait pour éviter les tracas, les soucis, les choses qui nous ramènent à notre condition mortelle. On trouve 5 occurrences du mot divertissement, et il peut être utile à ce stade de rappeler que son étymologie, c'est-à-dire que le divertissement, c'est ce qui détourne, en latin divertere, tourner à l'extérieur d'eux. Donc le divertissement, c'est ce qui détourne de la misère. Et plus généralement, cela donc prend le sens de loisir, et effectivement, Pascal cite plusieurs exemples de loisirs et de divertissement qui sont tirés de la vie de cour, par exemple lignes 19, 21 et 32, où il évoque la guerre, la chasse ou encore le jeu et la conversation. Il prend un exemple particulier qui est l'exemple du roi, en affirmant aux lignes 12-13 que le roi incarne la plus grande félicité possible. Il semblerait qu'il parte d'un postulat qui pourrait être discutable. Le roi serait l'homme le plus heureux du monde par sa gloire, par son pouvoir, et en réalité, le texte nous révèle qu'il n'en est rien. Si le roi est le plus heureux des hommes, ce n'est pas parce qu'il a un statut à part, c'est en fait, là encore, un effet du divertissement. Le roi est le plus heureux des hommes, tout simplement parce qu'il a en permanence des sujets qui le divertissent et qui s'assure de son bonheur. C'est ce qu'on voit aux lignes 26 à 28. C'est le plus grand sujet de félicité de la condition des rois, de ceux qu'on essaye sans cesse à les divertir et à leur procurer toutes sortes de plaisirs. Le roi est environné de gens qui ne pensent qu'à divertir le roi et à l'empêcher de penser à lui, car il est malheureux tout roi qu'il est s'il y pense. Donc on voit qu'en réalité l'exemple du roi n'est pas du tout choisi au hasard. La figure du roi correspond au maximum de divertissement disponible et donc à la position humaine qui permet le mieux de s'évader de cette nature humaine insupportable. Le texte de Pascal est donc très pessimiste puisque on échappe en réalité à la misère de la nature humaine qu'en pensant à autre chose, c'est-à-dire d'une manière qui est forcément temporaire. Et finalement, la conclusion à laquelle il parvient à la fin de ce texte est encore plus pessimiste que celle qu'il avait formulée préalablement, puisque ce n'est pas le comportement des hommes qui cause leur nature est a priori misérable, et leur comportement ne sert qu'à leur permettre de l'oublier. En conclusion, la vision de l'homme qui se dégage de cette argumentation s'élabore de manière très progressive, Pascal revenant sur des hypothèses préalables et prenant des exemples précis de manière à en dériver des conséquences, et elle inverse en fait cause et conséquence, la nature humaine devenant la cause et non la conséquence du divertissement. On voit qu'en cela, il est bien dans la mouvance des moralistes et du classicisme, et plus précisément des jansénistes et de leur vision extrêmement pessimiste de la nature humaine. On peut mettre ce texte en parallèle avec l'autre fragment qui traite du divertissement, le fragment 142, qui développe notamment l'image du roi sans divertissement, qui en fait est en proie à un malheur extrême. Ce motif du roi sans divertissement, c'est-à-dire de l'obligation qu'il y a à s'échapper de la conscience de la mortalité pour l'homme s'il veut vivre autrement que dans le malheur, a inspiré à Jean Giono son roman Un roi sans divertissement, comme on le verra plus tard. Voilà, encore une fois, je suis à un peu plus de 9 minutes, donc si on intègre la lecture, on est aux 10 minutes requises pour l'oral. J'espère que ça vous aura aidé. J'ai essayé encore une fois de simplifier un petit peu par rapport au cours, mais vous pouvez évidemment compléter s'il y a des points que vous souhaitez rajouter. Voilà, bon courage avec ce texte.